Fréquence drone. Décolle. Fréquence drone, la première web radio francophone dédiée aux télépilotes et acteurs des filières drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Fréquence drone. Interview. Fréquence drone. Frédéric Botton en interview. Je suis Fred, je suis à l'origine développeur informatique, mais j'ai assez vite dévié, je suis devenu journaliste par plaisir. Alors journaliste dans la presse spécialisée plutôt informatique. Je suis resté dans ce domaine pendant une bonne vingtaine d'années. Ça m'a permis d'acquérir tous les réflexes des tests produits, de l'étude de cas, ce genre de choses. Et puis je suis tombé dans le monde des drones en 2010 à peu près. Alors je suis rentré dans le monde des drones par le jouet, c'est-à-dire si tu te souviens, les Picous, c'était des trucs qui volaient tout seuls. Voilà, ils te pilotaient plus que tu ne les pilotais. Mais c'était fun. Alors, mon père a été radiomodélisme très longtemps et il faisait du planeur. Et moi, gosse, le planeur, je trouvais ça, mais boring. Ouais, je m'ennuyais et donc j'ai pas accroché. Et puis monter ses planeurs, avec le balsa, les petites aiguilles, l'entoilage, ça me plaisait pas. Là, avec les petites machines, j'ai de nouveau retrouvé l'intérêt, d'où le nom Helico Micro du site ou du blog que j'anime. Pourquoi Helico Micro ? C'était les tout petits hélicos. Alors, en 2010, 2011, 2012 sont arrivés les premiers drones, ce que j'appelle des drones, c'est des quadcopters, joués toujours, petit format. Je m'intéressais pas encore aux machines grosses de prise de vue, ce genre de choses. Voilà, c'était plutôt le jouet et je suis venu là-dedans. C'était aussi en intérieur, c'était important. Pourquoi ? Parce que à l'époque j'habitais Paris et aller sur un terrain d'aéromodélisme, c'était loin. Voilà, ça m'amusait pas. Avec ces machines-là, je volais en intérieur et c'était super fun. Donc voilà, à partir de 2011-12, il y a eu des machines vraiment plus intéressantes qui sont arrivées. Et là, c'est devenu une passion un peu plus dévorante. Avec un ami, on a décidé d'en faire un métier. Qui n'en était pas un. C'était, voilà. Donc le blog est devenu une espèce de vitrine pour des activités. Du conseil en entreprise, des démonstrations en entreprise dans le monde des drones, donc pour les CE, ce genre de choses. Aujourd'hui, Helico Micro, c'est quand même connu et reconnu, félicitations. Mais comment en es-tu venu de passer de journaliste testeur de l'informatique à journaliste dans ton blog, mais testeur de produits de drones tout simplement ? C'est vraiment une passion. J'ai pas décidé tout d'un coup de devenir testeur, c'est une passion, donc je me suis dit... J'ai envie d'essayer toutes ces machines. À l'époque, c'était surtout des machines chinoises. J'ai envie de les essayer. Je veux savoir ce que ça donne. Je veux savoir si ça fonctionne bien, s'il y a des défauts, ce genre de choses. Quand on veut acheter quelque chose, on se renseigne. Et je me dis, voilà, c'est ça que je veux expliquer aux gens. Voilà, mon expérience. Est-ce que ça vaut le coup ? Il faut l'acheter, il faut pas l'acheter. Tous mes articles se terminaient. Faut-il l'acheter ? Voilà, oui, non, peut-être, ça dépend. À l'appréciation de tout un chacun. Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est de donner des arguments, de développer les arguments, et chacun trouve dans les arguments ce qu'il recherche lui. Si quelqu'un cherche une machine, je sais pas, pour faire des vols de pilotage pur et dur, c'est pas du tout la même chose que la personne qui veut faire de la prise de vue. Voilà, et donc il y a des machines dédiées pour chaque domaine. Alors, ce qui m'intéresse aussi dans le pilotage, dans le drone en général, loisir, je parle du loisir, c'est la variété de disciplines. On se dit le drone, dans l'esprit du grand public, le drone c'est le Mavic, ça s'arrête là. Non, il y a énormément de domaines. On peut faire du freestyle quand on a l'âme d'un pilote qui veut faire de belles choses. Ça s'apparente à la voltige en aviation habituelle, générale ou habitée.
Il y a les tiny hoops qui permettent de voler chez soi, de passer d'une pièce à l'autre le plus vite rapidement possible sous les tables, d'embêter un petit peu le chat, de passer sous les pieds de chaises. Il y a le bricolage, c'est important. Concevoir son propre drone, quand on adore ça, ben oui, c'est souder, c'est régler, c'est chercher les meilleurs composants. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir embrasser toutes les disciplines. Alors moi je n'aime pas tout. Par exemple, la course de drone, c'est une des disciplines. J'aime pas ça. J'aime pas être contraint à passer sous des portes, des portiques. En revanche, je sais que c'est extrêmement formateur pour le pilotage. Quand on est contraint de passer dans des portes, on devient bon, tout simplement, pour d'autres activités. Voilà. Mais bon, ce qui m'intéresse, c'est la variété de disciplines dans le drone. Je trouve ça génial. Là, aujourd'hui, tu testes des machines. Comment tu fais ? On te les prête ? Tu les achètes ? Tu fais quoi ? Alors, la plupart des machines haut de gamme, on me les prête. Je vais être clair, en machine de haut de gamme, en ce moment, c'est DJI. Ils ont 75% du marché. Ils ont même plus que ça en ce moment. Les autres constructeurs sont un peu à la traîne, en tout cas pour le loisir. Donc, c'est DJI qui me les prête. J'ai de bonnes relations avec eux. Surtout, l'avantage, c'est qu'ils me laissent tranquille. C'est-à-dire qu'ils me prêtent la machine et ils me disent « débrouille-toi ». Ils ne me demandent rien. J'ai pas de compte à rendre. Je peux dire si c'est pas bon. Je peux critiquer. Je peux dire les choses qui sont bien. Enfin, voilà. J'ai la liberté de ton. Ça, c'est très agréable. Alors, il y a toujours une gêne, comme c'est un prêt, on me dit bah oui mais tu vas pas être honnête sur ton jugement. Bon, avec DJI, l'avantage c'est que voilà, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, ils sont pas embêtants. En revanche, ils écoutent. Alors contrairement à ce qu'on peut souvent croire, ils écoutent beaucoup et ils écoutent les remontées et après ils en tiennent compte ou pas, ça remonte loin en Chine pour ça. Voilà. Bon, en même temps, tu as une certaine crédibilité, donc. Bah, ça, j'espère. J'espère. Alors, pour les drones chinois purs et durs, en général, je les achète. Déjà parce que c'est un budget qui est accessible. Et puis, voilà, parce qu'il n'y a souvent pas de service de presse qui me permettent d'avoir un prêt. Donc, voilà, je les achète. Et alors, j'ai un point d'honneur. Mais ça, c'est parce que j'ai un passé journaliste. Un produit qu'on me prête ou qu'on me donne, parce que ça arrive, quand on me le donne, quand on le prête, je le rends. Quand on me le donne, je ne le revends pas, je ne tire pas d'argent. J'ai eu des produits que j'ai donnés à des associations, donnés à des pilotes, voilà, mais je ne tire aucun revenu des produits qu'on me donne. C'est important parce que c'est pas forcément ce qui se passe en ce moment dans le milieu de la vidéo. De YouTube, voilà, c'est quelque chose qui me différencie. Alors je sais que je fais un peu vieux jeu, mais tant pis. Le vieux jeu, ça veut pas dire pour autant que derrière on n'a pas sa moralité non plus. Hein. Voilà, c'est ça. Alors bon, pour en revenir effectivement sur les machines, alors donc en gros, tu redonnes les machines qu'on te donne une fois que tu n'en as plus l'utilité. Oui, absolument. Parlons un peu de ces machines. Comment tu les testes ? Est-ce que tu as un protocole ? Est-ce que ou tu le fais un petit peu au bonheur la chance et que tu regardes un peu ce que ça donne ? Alors j'ai pas de protocole écrit. J'ai rien figé. En revanche, mes tests depuis une dizaine d'années se ressemblent. C'est-à-dire que j'ai toujours les mêmes questions. Les machines se ressemblent énormément. Hein, donc en fait, elles progressent. Donc j'ai la même trame toujours sur mes tests. Et puis quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, ça arrive, un drone qui va avoir du RTK alors qu'avant il n'y en avait pas, c'est de nouveaux enjeux, c'est de nouvelles notions, c'est de nouvelles connaissances, c'est de nouveaux ennuis, c'est de nouveaux investissements parfois. Donc je les rajoute tout simplement. Alors ça me fait un protocole qui n'est pas écrit, clairement. Enfin, si, il est écrit parce qu'il y a mes tests, mais voilà, il n'est pas consigné sur une feuille Excel. Voilà, il n'est pas consigné sur une feuille Excel. Voilà. Je reprends en général tous mes points dans l'ordre pour avoir mon test. Et quand j'ai refait tous mes points, en général, j'ai couvert tout le domaine. Il y a juste une chose parfois qui me manque. C'est même pas parfois, c'est souvent, c'est que j'ai pas forcément le recul, un recul de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Et ça peut être gênant. Sur l'autonomie, sur la résistance, sur l'apparition de bugs. Quand il y a une nouvelle machine qui sort, on s'aperçoit souvent au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois qu'il y a des bugs. On s'en aperçoit quand il y a énormément de monde qui les a testés. Mais ça va m'échapper, ça, forcément.
Et au niveau des tests des machines, donc tu disais tout à l'heure, tu t'intéresses essentiellement aux loisirs. Mais là, quand tu parles de RTK, c'est pas du loisir. Non, mais la frontière est tenue et poreuse. Souvent, les télépilotes qui utilisent leur machine pour des activités professionnelles viennent du monde du loisir ou l'utilisent pour se former, des machines de loisirs. Voilà, donc moi j'en parle parce que ça m'intéresse, parce que la prise de vue m'intéresse, même si moi je pratique pas vraiment, hein, je suis très mauvais en vidéo, j'ai pas l'œil pour ça, mais en revanche ça m'intéresse énormément. Et puis comme je viens du monde de la high-tech, toutes les nouveautés électroniques qu'on peut mettre à bord sont intéressantes. Voilà. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. When the day that lies ahead of me seems impossible to face, when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. When the day that lies ahead of me seems impossible to face, and when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you, and the world's alright with me. I just one look at you, and I know it's gonna be a lovely Thierry Mort reçoit Frédéric Botton. Fréquence Drone. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du drone aujourd'hui? Parce que sur ces 10 dernières années, ça a quand même pas mal évolué. Et comment tu vois l'avenir du drone aujourd'hui? Si je savais, si je savais, parce que si on m'avait dit il y a 10 ans que j'utiliserais une machine comme l'Avata de DJI qui me permet de voler de manière ultra sécurisée si j'ai envie, ou de voler de manière sauvage si j'ai envie de m'amuser, je l'aurais pas cru. Pas dans une machine de cette taille, pas cette autonomie, pas cette facilité d'emploi. Donc dans 5 ans, je sais pas. Ce que je sais, c'est que moi, je recherche quelque chose.
clair, je recherche la machine, je le dis régulièrement, la plus petite, la plus discrète, il ne faut pas qu'elle fasse de bruit, il faut qu'on la voit quasiment pas, la plus autonome, il faut qu'elle dure longtemps, quelle est la meilleure distance de fonctionnement, alors attention à la réglementation, mais évidemment qu'elle aille le plus loin possible, avec un retour vidéo si possible pour faire de l'immersion, qu'elle fasse de belles images si on en a besoin. Voilà, je veux tout ça dans une machine petite. Alors, il y a 10 ans, j'avais soit l'un, soit l'autre. Maintenant, il y a des machines. Alors, l'Avata en est un. Alors, l'Avata, il concentre plein de choses sympas, mais alors, il fait un bruit qui fait fuir tout le monde, ou alors qui attire les ennuis. Mais il y a d'autres machines. Tout à l'heure, je t'ai montré une toute petite machine. Il s'appelle le Pavo Pico de chez Beta FPV. Voilà, il fait moins de 100 grammes. Il a une image comparable à celle de l'Avata, donc des DJI avec un retour temps réel. Voilà, c'est une machine qui s'approche de mon petit idéal, de mon Graal. Et ce que je voudrais, c'est que dans 5 ans, j'ai des machines comme ça, minuscules, qui me permettent de voler discrètement partout. Tu as introduit un peu un terme qui me plaît bien, c'est la réglementation. Donc on peut peut-être parler un peu de réglementation si tu veux bien. Bon, on a vu que sur Helico Micro, tu fais des articles qui sont de très bonne tenue. Et alors moi qui suis un professionnel de la réglementation, je peux te dire que j'apprécie énormément la qualité de l'écriture et la clarté de tes explications. Qu'est-ce que tu penses déjà, dans une première question, qu'est-ce que tu penses de cette réglementation et de cette transition réglementaire ? Alors la réglementation, elle mérite d'exister. Elle est indispensable. Mais elle est quand même un peu compliquée à comprendre. Alors, pour un pilote qui travaille avec un drone, elle n'est pas si compliquée que ça parce qu'il faut la maîtriser. Pour un pilote de loisir, c'est vraiment complexe. Le père de famille ne peut pas raisonnablement maîtriser ça. Donc, il y a la notice que normalement tout le monde connaît. Normalement, qui en 10 points donne les grandes bases. Le problème, c'est qu'avec cette notice, on s'en sort pas. On n'a pas ce qu'il faut. Là, je vis dans une région montagneuse. Si on applique la notice, à part le point je me renseigne, on n'y est pas. Et le problème, c'est que se renseigner, sur certains points, on n'y arrive pas. On n'a pas la réponse, les gens ne vous répondront pas parce que c'est du loisir, on s'en fout, parce que les notions sont un peu complexes, parce que on va vous répondre... Ça arrive souvent dans le loisir, on va vous répondre un truc un peu bateau pour vous... Allez, circuler, non, vous n'avez pas le droit de voler là, puis ça s'arrête là, voilà. Et ça je suis un peu amer sur ça, je trouve qu'elle a... L'empilement des textes est devenu tellement complexe que les gens ne vont pas aller s'amuser à aller voir le point C qui envoie à l'annexe A, qui renvoie à l'annexe B, qui remet au point 3, qui envoie vers la réglementation européenne qui revient vers les... Bon, voilà, c'est compliqué. Et puis il y a un autre point, c'est Géoportail. Alors là, je râle beaucoup parce que pour moi, c'est l'outil qui devrait servir. C'est l'outil qui devrait permettre aux pilotes de loisirs de dire, là, je peux, ou je ne peux pas, ou je peux, mais jusqu'à une certaine hauteur. Et le problème, c'est qu'il donne un début de compréhension de l'endroit, et ça s'arrête là. Il n'est pas dynamique sur les zones temporaires, il est parfois un petit peu, on va dire sur l'Auvergne, on vole nulle part, alors que, si, on peut, mais voilà. Alors, évidemment, c'est compliqué, mais pour moi, ça serait à Géoportail de gérer ça. Alors, je dis Géoportail parce que c'est le site, on va dire, un site qui fait ça. Alors, je crois que c'était Patrick Andil qui voulait ça en ayant vu Before You Fly américain. Voilà, moi j'attends un outil, un outil qui me donne des informations pour les pilotes de loisirs, et je parle bien des pilotes de loisirs, il existe des solutions pour les pilotes qui veulent travailler, mais c'est trop complexe pour eux. Alors justement, cette carte Géoportail, elle fait beaucoup de débats, parce que d'abord, beaucoup ne la comprennent pas, parce que si on la regarde, elle est rouge partout. C'est à se demander pourquoi ils ont laissé des zones qui ne soient pas rouges. Et deuxièmement, elle ne prend pas en compte, par exemple, les zones qui sont actives ou inactives en fonction des horaires. Et surtout, il y a un texte, moi, qui me fait hurler, c'est que si vous en servez, c'est à vos risques et périls, parce que nous, on ne garantit pas les informations dessus.
Et ça me fait hurler. Tu en penses quoi, toi, de ça ? Ah bah, c'est un des fonds du problème, c'est qu'on nous dit c'est la carte officielle, mais non, elle n'est pas officielle. On vous dit que si vous l'utilisez, c'est oui, enfin c'est des données qui sont fournies à titre indicatif, peut-être on doit lever. Bon, non, ça va pas. Et la réglementation, si on essaye un tout petit peu de comprendre la réglementation. Donc on se dit par exemple, chez moi, au-dessus de mon espace privé, je peux voler. Oui mais non, pas forcément. Et Géoportail ne donnera pas forcément les moyens de le savoir. Si c'est rouge, encore faut-il savoir pourquoi c'est rouge. Et dans de nombreux cas, on ne peut pas le savoir. Il faut aller sur une autre carte pour le savoir. Ça, c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Je trouve que pour le pilote de loisirs qui ne peut pas être spécialiste des règles de l'aérien, c'est impossible. C'est un autre univers. Il faut lui donner les moyens, il faut lui donner des clés, et il les a pas. Alors, ce que dit généralement l'autorité réglementaire, c'est que Géoportail, ça leur appartient pas, ça fait pas partie des outils qu'eux ont à disposition, donc ils ne maîtrisent pas. En gros, c'est encore heureux que vous avez ça. Je trouve qu'effectivement, ça, c'est vraiment pas honnête, parce que mieux vaudrait ne rien avoir, parce qu'on peut mettre pas mal de monde dans la panade. Ton avis sur le sujet ? Oui, honnête, je sais pas, je connais pas leur budget, mais j'ai l'impression que c'est plus des décisions politiques, je sais pas. Il existe quand même quelques-uns, j'ai plus l'historique, mais on va dire Mach 7 au début, Mach 7 Drone était là au début, ensuite sont arrivés les autres, Dronekeeper, Flyby, Clearance, il y a quand même du monde qui existe dans ce domaine. Il y a même des gens des particuliers. Il y a DroneSpot qui a fait un travail d'intégration. Alors certes, il reprend les cartes Géoportail, mais il a fait tout un travail sur les zones biotopes, sur des arrêtés préfectoraux qui n'apparaissent nulle part. Dans les boîtes privées, oui, mais sur Géoportail, ça n'apparaît pas. C'est pas normal. Il y a moyen de faire quelque chose. Il faudrait une décision. Alors je pense vraiment que là, le Tour de France est passé tout près de chez moi. Il n'y a rien qui l'indique, sinon des SUP-IP que le grand public ne sait pas où aller chercher, ne sait pas lire. S'il lit les horaires sur un SUP-IP, il va se planter de 2 heures en été. Il va pas savoir SFC, il saura pas ce que ça représente. Les hauteurs de vol, il saura pas. Enfin voilà, c'est illisible pour le grand public. Et il faut un outil qui fasse ça. Alors voilà, je pense que c'est pas du tout prévu. Enfin, j'ai pas connaissance de ça. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que la réglementation européenne impose la géovigilance. Sur quelle base? Ça va de nouveau pas être dynamique. Le Tour de France, la géovigilance ne le prendra pas en compte. Je dis le Tour de France, mais ça peut être n'importe quel événement, des manœuvres militaires. Et voilà. Et je trouve que c'est dommage. Je parle bien du loisir, et pour le loisir, on n'a pas l'information adaptée. D'après toi, je ne sais pas si tu as un avis sur la question, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le grand public s'intéresse à la réglementation, même au minimum à la base de la réglementation, parce qu'au moins qu'ils sachent qu'il y a une réglementation. Déjà, ne serait-ce que ça, quoi. Déjà, la notice, pour moi, la notice en 10 points, obligatoire dans certains cas, est importante. Mais moi, je mettrais la notice pour tous les drones vendus, tous, même les jouets, parce que un jouet va devenir, si la personne, le gosse ou pas le gosse, le grand garçon, va devenir un drone beaucoup plus gros par la suite, et autant lui donner mettre un premier pas dans la réglementation. Voilà, les 10 points sont terriblement insuffisants, mais déjà c'est une première approche. Voilà, ça serait la première chose, ça serait de mettre la notice pour tout le monde. Après, c'est un travail, j'imagine, de communication que devrait faire, alors je ne sais pas qui doit faire ça, la DGAC, les DSAC, d'autres, le ministère des Transports, j'en sais rien, à destination des médias, que ce soit les télévisions, les radios, les journaux, la presse écrite, le YouTube et les autres, des actions sur des événements. Voilà, je pense qu'il y a plein de canaux pour faire connaître ça.
mais il faut le faire. Parce que s'il n'y a pas, les gens n'y viendront pas. Et puis, la réglementation, on passe à côté. Oh, c'est bon pour les autres, quoi. Que penses-tu d'une idée que nous, on avait soumise lorsque j'étais président d'une association? On avait soumis l'idée d'obliger les gens à passer 1 heure avec un référent parmi les vendeurs du drone, en reportant la responsabilité de la vente et de l'utilisation de la première heure sur le vendeur. C'est-à-dire qu'en gros, on pouvait dire, voilà, on vous vend un drone, mais à condition que vous passiez 1 heure avec nous pour qu'on vous donne les prémices de la formation. Ça n'a jamais été suivi, je le regrette fortement, mais je pense que c'est quand même au moins une idée, parce qu'on s'assure que déjà dès la base, au moins on a l'information. Tu en penses quoi, toi? C'est une excellente idée. Après, est-ce que les vendeurs suivraient? Le temps, c'est de l'argent. Est-ce qu'un vendeur de drone va pouvoir... le vendeur, oui, mais son dirigeant va accepter qu'il passe 1 heure ou plus à former des gens, je sais pas. C'est une idée, je pense que c'est une idée. Peut-être que c'est pas au vendeur de le faire, parce que finalement le vendeur d'aspirateur ne va pas forcément connaître super bien je vais pas dire la réglementation d'aspirateur parce que c'est n'importe quoi, mais voilà, le fonctionnement d'un aspirateur, il va vous raconter un joli blabla marketing, et ça vaut pour tous les produits, hein. Je dis aspirateur, mais c'est pour tout, et ça vaut la même chose pour les drones. En revanche, peut-être que peut-être que la formation drone est à faire un peu plus sérieusement, parce que pour l'instant, quand même reconnaître que les cours théoriques à A3 et l'examen sont d'une simplicité désarmante. Pire que ça, ils ne forment pas suffisamment. On est loin de pouvoir maîtriser la réglementation quand on a suivi ça. C'est un peu comme la notice, on a les bases, et après, il faut faire tout un travail soi-même. Ouais, mais tout le monde ne va pas le faire. Et si on appelle au bon sens, le bon sens est variable selon chacun. Alors nous, ce qu'on avait proposé au départ, c'était effectivement soit de renvoyer vers des associations, alors que ce soit d'aéromodélisme ou que ce soit des associations de télépilotes de drones, hein, donc peu importe. Mais l'idée, c'était de renvoyer ces gens-là en disant, voilà, vous achetez le drone, ok, vous devez aller passer 1 heure là-bas, quand vous aurez l'attestation, vous revenez, je vous livre le drone. En gros, c'était ça l'idée. C'était pour dire, voilà, ne venez pas prendre un drone sans savoir, parce que c'est dangereux. Ah, mais je pense que c'est une excellente idée. Alors, on a discuté des associations, associations de télépilotes, j'en connais pas. Fréquence drone. Non, je reste du côté loisir. Et en loisir, je fais quand même une différence. Hein. Alors évidemment, le loisir et il n'y a pas cette notion dans la réglementation, mais le loisir est quand même un pan important du drone. Et il n'y a rien pour fédérer ces gens-là. Alors oui, il y a la fédération d'aéromodélisme, mais l'aéromodélisme, le drone n'est qu'une partie de l'aéromodélisme qui n'est pas forcément très bien représentée par la FFAM, par exemple, ni par d'autres, l'UFOLEP, par exemple. Il y a aussi beaucoup de réticences à la FFAM à l'univers des drones. Il y a eu une réticence sur les pilotes d'hélicoptères à une époque. Voilà, c'est une histoire de chapelle. Le problème, c'est que du coup, c'est compliqué. Il est compliqué d'avoir des gens qui vont pouvoir être référents, formateurs, et d'envoyer les pilotes les futurs pilotes en devenir vers ces gens-là. Au fond, qu'importe où je serai demain, il n'est qu'un seul rêve à mes yeux. Tant de destins et tellement de chemins, un seul instant là sous les yeux. Et puis qu'importe si tout s'efface au fond de moi, mais je le sais, tout est écrit au plus profond de l'éther. S'il est un monde où tout s'efface, il est en moi une vérité, tant de rêves où j'entends jouer cette terre. Et j'entends jouer cette terre. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux à la fois. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux à la fois. Bien au-delà de notre réalité, bien au-delà de tous nos repères. Il est un cri dans l'immensité, il est un hymne autour de la terre. Et puis qu'importe si tout s'efface au fond de moi, mais je le sais, tout est écrit au plus profond de l'éther. S'il est un monde où tout s'efface, il est en moi une vérité, tant de rêves où j'entends
j'entends jouer cette terre. Et j'entends jouer cette terre. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux à la fois. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux à la fois. Un peu de nous deux dans cette terre, un peu de nous deux dans ce rêve à deux. Un peu de nous deux dans cette terre, un peu de nous deux dans ce rêve à deux. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux à la fois. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux à la fois. Un peu de nous deux dans cette terre, un peu de nous deux dans ce rêve à deux. Un peu de nous deux dans cette terre, un peu de nous deux dans ce rêve à deux. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, un peu de nous deux. Fréquence Drone. Thierry Maure reçoit Frédéric Botton. Fréquence Drone. En même temps, est-ce que tu crois que s'il y avait une association, il y a eu à un moment donné une association dite de télépilotes de loisirs, qui était la FFD, la Fédération Française des Drones, qui a disparu aujourd'hui, mais est-ce que ça aurait vraiment du sens de monter une association là-dessus ? Est-ce que tu crois que le télépilote dit de loisir, celui qui va l'utiliser à des fins personnelles pour un usage récréatif, on va le dire comme ça, est-ce que tu crois vraiment qu'il irait payer 40-50 € pour se mettre dans une association ? Parce que le vrai problème, il est là. Dans les associations d'aéromodélisme, ce sont des passionnés qui ils construisent leurs machines, ils y vont pourquoi ? Parce qu'ils vont aller chercher du conseil, ils vont aller chercher de la technique, ils vont chercher des techniques de pilotage, mais aussi des techniques de construction. Il n'y a rien de tout ça dans le drone loisir, on va dire aujourd'hui. Non, c'est un vrai problème. Enfin, c'est un problème. C'est un saut de génération. Effectivement, en aéromodélisme, on se regroupe entre passionnés pour parler des choses. Dans le drone, on est sur des forums Facebook ou autres, Discord ou je ne sais lesquels. Voilà, où on vient chercher de l'information en données, vraies, fausses, peu importe. Et ça me semble difficile là maintenant de réamorcer ce genre de choses. On n'est plus sur le même. On n'est pas dans le bon univers. Enfin voilà, donc une association, une fédération d'aéromodélisme, de drones. C'est compliqué à dire. De loisirs, s'entend. Peut-être parce que toute cette jeune génération n'a pas connu les troisièmes mi-temps que l'on connaît bien après les associations, c'est-à-dire l'apéro, quoi. C'est vrai qu'ils sont pas mauvais les gens. Ils sont forts en apéro aussi. Frédéric, sur un autre sujet aujourd'hui, donc tu as Hélico Micro, ça te demande combien de travail ? Parce que tu es quand même assez prolixe. On va dire ça me demande, on va dire 2 heures par jour. Alors après c'est très variable. S'il y a un texte qui sort, je vais m'en occuper le plus vite possible. Je vais beaucoup réfléchir parce que le texte, il faut le relire et le relire. Et voilà, ça va me prendre plus de temps, peut-être une nuit, ça peut arriver. Si c'est un test produit, ça peut prendre du temps aussi, avec pas mal de sorties. Voilà. Et il y a des jours où je fais très peu de choses dessus. Ce qui est terrible, alors je cherche pas le nombre de visites puisque j'ai rien à vendre. Et je ne gagne pas d'argent avec Hélico Micro, c'était une vitrine, maintenant c'est juste une passion. Mais ce qui fait quand même râler, c'est que si je fais une news avec un titre et je dis Crash DJI dedans, ça va me faire des vues, mais à plus en finir, et ça me prendra 5 minutes à écrire, 1 minute à illustrer. Alors que si je fais quelque chose sur un texte réglementaire, ça va me prendre la nuit et je vais prendre des Doliprane en même temps. Exactement, j'aurai pas de visite. Voilà. Là j'ai montré juste tu regarderas. J'ai montré un missile russe qui arrivait sur un drone, un Mavic ukrainien. Voilà. C'est une vidéo de 15 secondes.
Voilà. Il y a très peu d'informations. Hein. Le contexte est, comme d'habitude, dans les informations sur le conflit, il y a très peu de contextualisation. C'est juste un truc visuel. Ce truc-là m'a fait des scores, mais c'est hallucinant. Quoi. Bon, c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant. Je connais ça avec la radio aussi. Je fais des fois des reportages qui sont très intéressants. Et en fait, j'ai pratiquement personne qui vient les écouter. Et puis, des fois, tu fais un truc un peu trash. Là, tu as tout le monde qui arrive dessus. C'est vrai que c'est très frustrant. Mais qu'est-ce que tu veux ? C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Oh, il n'y a peut-être pas que les jeunes non plus. Non, hein, d'accord, voilà. Mais c'est le monde d'aujourd'hui, on va dire. Voilà. Alors, tu disais donc ça te prend un peu de temps, etc. Mais alors, tu vis de quoi ? Tu as un métier à côté ? Tu fais quoi ? Alors, comment on connaît l'homme alors ? Alors moi je suis pigiste, hein, donc j'écris à façon pour qui veut bien employer mes services. Donc c'est dans la presse high-tech, beaucoup dans les drones. Donc je travaille aussi pas mal pour des sociétés qui veulent écrire des manuels, des docs, des choses comme ça. Voilà. Sont mes revenus. Alors donc en fait tu as une plume quoi. Oui, absolument. Tu continues à écrire pour l'informatique ou pas ? Un petit peu, ouais. C'est toujours une passion l'informatique ou le drone a pris la passion dessus ? Alors, le drone est quand même beaucoup plus sexy que l'informatique classique. Ouais. Bien, écoute, on va arriver à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais quelque chose dont on n'aurait peut-être pas abordé le sujet que tu aimerais pouvoir dire aux auditeurs de Fréquence Drone ? Alors moi, ce que je voudrais juste dire, c'est aux autorités en charge, faites quelque chose pour les pilotes de loisirs, pour simplifier, pour donner accès à l'information, pour qu'on puisse pas pour que les pilotes de loisirs ne disent pas finalement la réglementation, je m'en tape, parce que de toute façon, c'est beaucoup trop compliqué, j'en veux pas. Donc je fais sans, et je trouve que c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Voilà, donc il y a quelque chose à faire là-dessus. Et c'est une histoire de budget, mais pas que. Est-ce que tu ne crois pas que c'est peut-être un problème franco-français ? Parce que quand on fait le tour de l'Europe et qu'on voit les pilotes de loisirs dans les autres pays, il n'y a pas ce genre de problème. Enfin, du moins ceux avec qui je discute, que ce soit en Italie, dans lequel j'étais dernièrement, en Allemagne ou en Belgique, voire même en Suède dernièrement, ils n'ont pas ce genre de problème, ils ne se posent pas ce genre de questions. C'est ce qui est certain, c'est que les pilotes étrangers parfois me posent des questions. Non pas en français, hein, en me disant j'ai le droit, j'ai pas le droit. Et alors quand je commence à leur expliquer, ils disent oh, je laisse tomber, c'est trop compliqué. Alors c'est dommage parce que et je regrette la Suisse par exemple, c'est tellement simple, leur carte est tellement bien faite, les règles sont hyper simples. Voilà, il y a des pays où c'est autre chose quoi. Alors ceci dit, la plupart des pays quand même commencent à intégrer pas mal de textes et donc à complexifier les choses. Alors la réglementation européenne a rajouté, pour moi, a complexifié quand même les choses parce qu'il y a tellement de textes qui s'appellent et qui se rappellent. Alors quand la réglementation nationale rajoute sa petite couche, ses petites prérogatives qui viennent compliquer encore le millefeuille. Voilà. Alors on va quand même rappeler à tous ceux qui nous écoutent, parce qu'on est en période de vacances, donc il y a des touristes un peu de tous les côtés, que dans tous les pays d'Europe, enfin tous les pays signataires du moins du règlement européen 945 et 947, que chaque pays a la possibilité de rajouter une couche supplémentaire avec des prérogatives qui leur sont propres. Et qu'il faut aussi leur dire que quand vous arrivez dans un pays où on peut travailler, où on peut voler suivant la réglementation européenne, commencez déjà par vous renseigner sur les dispositions particulières du pays. Oui. J'avais essayé justement pour le loisir de fédérer quelques créateurs de sites web ou de blogs pour essayer de faire comprendre les différences entre les pays. Il y a des choses très différentes. Il y a, en Italie, alors j'ai pas suivi en détail parce que c'est compliqué, mais en Italie, il y avait tout un problème autour des plages. Il y avait une distance à respecter. Voilà. Et je ne l'ai pas fait, je n'ai pas persévéré, mais c'est quelque chose qui serait vraiment intéressant à faire parce que, oui, on bouge, on traverse la frontière, on va en Suisse, c'est l'Europe aussi hein, pour le règlement drone. On va en Allemagne, on va en Pologne, on va même l'Angleterre hein, qui a adopté malgré le Brexit, a adopté aussi une réglementation proche qui utilise la catégorie ouverte spécifique. Voilà, il y a quelque chose à faire
pour le loisir. Eh bien écoute, je te remercie, je te remercie de ce moment passé en ta compagnie. D'abord, merci de m'avoir accueilli chez toi, parce qu'on est ici chez toi. Et merci pour me faire découvrir en fait cette belle région, parce que franchement, il y a une vue magnifique ici. Je le dis pour nos auditeurs, parce qu'à la radio, ça se voit pas trop, mais franchement, on est dans un pays magnifique. Et puis tu vas la voir en vidéo depuis des heures. Et puis maintenant, voilà. Toi qui as volé. Et alors merci, oui, tout à fait, merci, parce que tu m'as fait découvrir le FPV avec mes yeux à la noix que tout le monde connaît, tout le monde sait ma maladie, donc j'avais du mal, et tu m'as fait découvrir quelque chose de formidable. J'ai retrouvé les sensations d'une commande d'avion, puisque avec ce joystick, je ne sais pas comment on va appeler ça. Motion controller en anglais. C'est le motion controller. Donc c'est avec le DJI Avata, ce que tu as volé tout à l'heure, c'était le DJI Avata, qui est un petit drone caréné, alors qui ressemble à... Il a le même intérieur qu'un drone de DJI classique, stabilisé, mais on peut voler en manuel, en accro. Ce que tu n'as pas fait, toi, tu as utilisé le motion controller, qui est un outil qui est vraiment bien fait pour pouvoir voler hyper rapidement, sans formation pratique. En 5 minutes, on est opérationnel, avec tous les problèmes que ça peut poser, évidemment, parce qu'on peut aller très loin avec. Voilà. Très sincèrement, bon après, effectivement, on a très vite la facilité de s'oublier dans la réglementation, parce que je me suis retrouvé, je le dis pour nos auditeurs, moi qui avec mes yeux ne pouvais plus voler en avion, je me suis retrouvé aux commandes d'un avion, tout simplement. C'est-à-dire que j'avais la même vue, lorsque j'ai essayé des virages à 30 degrés d'inclinaison, 60 degrés d'inclinaison, je dis ça pour mes amis pilotes, ils comprendront ce que ça veut dire, les télépilotes peut-être un peu moins. Mais on retrouve tout de suite ces sensations-là, et je veux dire, et j'ai pris en main ça en quelques secondes, quoi. Je veux dire, et alors aussi, ce qui est formidable, c'est que dans cet outil-là, j'ai pu régler les dioptries et l'écart pupillaire. J'ai pu le régler en quelques secondes. Bon, il m'a fallu quelque peu d'adaptation, parce que mes yeux sont particuliers. Mais très sincèrement, merci, ça faisait longtemps que je m'amusais plus comme ça. C'est chouette. Je sais pas si t'as vu, j'ai oublié de te dire, reviens. Je ne te vois plus, je vois plus la machine, l'obligation. J'étais obligé de te dire que tu allais trop loin. Voilà, on va le dire aussi pour nos auditeurs, parce qu'effectivement, à un moment donné, je suis tellement parti dans le confort, comme si j'étais aux commandes d'un avion, que j'étais parti pour faire mon vol, pour aller regarder tous les paysages et tout ça. Et là, tu as joué le rôle du spotter, puisque tu m'as dit, attends, là maintenant, je te vois plus, donc reviens. Et effectivement, c'est peut-être là qu'est le danger, c'est qu'on s'en rend pas compte, et on peut partir très loin, parce que la capacité du drone, il est capable d'y aller. Alors, j'ai pas réussi à faire mon circuit visuel comme je fais dans un avion. J'ai pas réussi à faire ce circuit visuel pour voir toute la télémétrie, etc., parce qu'il y avait beaucoup trop de commandes que j'arrivais pas à voir. Elles sont dans des coins. Mais ton expérience était datée de 4 minutes, donc forcément, tu peux pas maîtriser tout en une fois. Mais je pense qu'au 3e vol, c'est bon. C'est tout l'intérêt de l'Avata ou du DJI FPV. Et maintenant des Mavic, puisqu'ils sont compatibles avec le motion controller et les lunettes, je parle des derniers modèles, c'est que tu vas pouvoir voler comme ça avec tes machines et avoir une prise en main hyper rapide. Alors moi, il y a quelque chose avec le motion controller que je dis régulièrement, c'est que sur certains vols, alors quand je suis à l'aise, je vole en accro, donc en manuel, pas de stabilisation, je me fais plaisir. Si j'ai un vol un peu, par exemple en intérieur, si je veux pas exploser tous les murs, les armoires, renverser les vases, je vole en stabilisé. Et puis, je sais que j'ai volé sur des endroits où je me sentais pas à l'aise. Il y a du vide. Voilà, il y a un truc où je disais, si je rate, j'ai pas de filet. Si je tombe, je le retrouverai plus jamais. Je mets 1 000 € au fond du fossé, ça va pas. Et là, je vole avec le motion controller et je me sens à l'aise. C'est quelque chose qui est vraiment sécurisant. Ce qui n'empêche pas les soucis éventuels, un coup de vent, je veux dire, c'est électronique, à un moment ou à un autre, ça peut ne pas aller, mais voilà, ça donne La seule chose que je pourrais, avec les 3 minutes de vol que j'ai dessus, la seule chose que j'aimerais voir là-dessus éventuellement, c'est ce qu'on voit sur un MFD ou un PFD sur un avion, c'est-à-dire d'avoir vraiment des repères visuels comme un horizon artificiel ou une vitesse qui s'affiche avec un bar graphe ou des choses comme ça. Tu vois, mais là tout de suite j'ai retrouvé des sensations de pilote, donc j'avais besoin de ça pour pouvoir me sentir à l'aise. Tu vois. Avec l'Avata, tu peux pas trop régler parce que DJI a un peu figé les choses. Avec d'autres machines des racers, tu vas avoir moins de stabilisation, mais tu peux quand même en avoir une. Et là, tu peux en revanche customiser
la télémétrie, le retour vidéo pour avoir un bar graph si tu veux, un indicateur vitesse, voilà, tu peux avoir ton horizon, ce genre de choses. Voilà. Eh bien, écoute, Frédéric, un grand merci à toi. J'ai eu plaisir à discuter avec toi. J'espère que nos auditeurs ont autant de plaisir à écouter ce qu'on a pu échanger aujourd'hui. Et puis, bon, t'hésites pas, si tu as besoin de revenir ou de faire une interview, ou du moins de débattre d'un sujet, Fréquence Drone te sera toujours ouvert. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thierry. Et puis, bravo pour tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, parce que il y a vraiment un boulot à faire pour corriger tout ce qui se dit et qui est parfois assez ça ressemble à des élucubrations, je peux pas dire autrement. Voilà, mais ça fait plaisir que tu puisses recadrer les choses et c'est bien. J'essaye tout du moins, et puis c'est un vrai travail, c'est comme toi, hein, donc toi tu le fais par écrit, moi je le fais par la radio, et donc je pense qu'on est complémentaires, peut-être qu'un jour on pourra arriver à être complémentaires un peu plus. J'aimerais bien que tu puisses écrire des articles pour moi au niveau de la radio, et si moi je peux t'apporter des compléments, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Fréquence Drone, la première web radio francophone dédiée aux télépilotes et acteurs des filières drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Interview. Fréquence Drone.